même qu'il faut voir ça, comme le tramadol que je mettrais ici. Alors donc, molécule pour molécule, le tramadol a à peu près la force de soulagement, si on veut, de la codéine. Alors donc, le tramadol, c'est pour les douleurs qui sont modérées. Alors que l'autre, le Nucynta, c'est pour les douleurs qui sont modérément sévères. Alors comme vous voyez, trop, c'est comme pas assez, hein? Ça devient tellement compliqué que je vais vous comprendre si à un moment donné, vous décidez qu'il y a trop de molécules. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde connaît le Nucynta de nom ou pas? Non? Vous pouvez l'oublier. Non, c'est très intéressant, mais comme je vous dis, si on se fie sur l'échelle de l'Organisation mondiale de la santé, hein, c'est séparé en paliers. Tu as la douleur qui est légère, modérée, puis sévère. Puis là, avant, c'était pas compliqué. Mais là tu es obligé de mettre des entremarches. Parce que la compagnie qui a eu l'indication pour la douleur modérément sévère, bien, modérément sévère, c'est entre modéré et sévère, OK? Fait que là, ça devient comme... OK. Mais ça fait partie de l'arsenal, puis moi, je l'emploie. Puis regarde, des fois, j'ai des bons résultats avec ça, là. OK. Bon. Alors, comme je vous ai dit, je voulais que ce soit pratique. Alors, je ne vous raconterai pas toute la petite histoire de la méthadone, même si c'est bien le fun, OK? Bon. Pour vous débarrasser de vos préjugés, il faut que vous compreniez que la méthadone, là, c'est à la fois une molécule de courte action, comme le Statex ou le MS hier, puis qu'au bout d'une journée ou deux ou trois, c'est devenu une molécule à longue action. C'est ça sa particularité. Alors, quand vous commencez votre première pilule de méthadone, là, bien, 5 mg de méthadone, ça équivaut à 5 mg de morphine. C'est pas fort, hein? Mais plus vous allez l'employer à méthadone, plus elle prend de la force. C'est ça qui fait sa subtilité, puis c'est ça qui fait qu'on ne peut pas garder un chiffre unique pour dire « nous allons passer de l'une à l'autre ». Et là, je veux régler tout de suite un problème avant que vous me posiez une question. Parce que là, il y en a un qui va lever sa main et qui va dire « bien, il y en a qui prennent le dilodide puis qui donnent leur entredose en méthadone. Qu'en pensez-vous? » Rien de bon. OK? Pourquoi? Parce que ce n'est pas logique dans ma tête. Parce que quand tu commences à donner de la méthadone, si le gars il prend pas mal d'entredoses, ça ne prend pas grand temps que c'est devenu une longue action. Puis là, bien, regarde, avec les longues actions, puis tu ne sais pas ce que tu donnes, il arrête de respirer au bout de la 5e journée. Fait que pour moi, ça n'a aucune espèce de valeur logique, cette affaire-là. Bon, ça, c'est moi. OK? Puis il y en a qui défendent ça. Parce que des fois, il y en a qu'il faut qu'ils publient absolument. Là. Mais ça ne correspond pas à la pharmacocinétique. Là, OK? Alors donc, moi, quand on le verra, là, comment est-ce qu'on donne les entredoses, bien, on en parlera. Alors, la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que comment ça se fait qu'au début, c'est une courte action, puis qu'au bout de 5 jours, c'est devenu une longue action. Puis il n'y a personne d'entre vous qui penserait soulager une douleur de pointe avec une longue action. Ça fait une autre raison pourquoi ce n'est pas logique pour moi d'employer la méthadone là, comme au début. OK? On verra après. Bon, la méthadone, quand vous commencez à l'employer, alors, ça, c'est la bouche. Ça, c'est le compartiment vasculaire. Donc, c'est par là que les molécules vont dans le cerveau pour bloquer la douleur ou au niveau de la corne postérieure. Puis ça, bien, c'est les reins pour éliminer. Alors, voyez qu'est-ce qui arrive au début quand vous prenez des molécules de méthadone. La plus grande partie, ça s'en va dans les graisses du corps humain. Puis on a de la graisse. Chacune des cellules, les parois, c'est de la graisse. OK? Alors donc, le volume de distribution, il est pas mal grand. Alors au début, là, il faut remplir ça. Ce qui fait que quand vous prenez vos premières molécules,
Bien, il y en a juste une petite partie qui va continuer à cheminer dans le sang pour aller bloquer la douleur. Puis, bien, il y en a qui vont être éliminés à ce niveau-là. Mais plus on emploie notre méthadone, bien, vous voyez que lorsque le réservoir lipophilique est rempli, c'est ça qu'on appelle l'équilibre. Hein? Ce qui rentre, ça va être ce qui va sortir. Puis à chaque pilule que vous allez donner, bien, il y en aura toujours pour aller remplir notre réservoir. Puis il y en aura toujours une petite partie pour rester dans le sang, mais le corps va prendre dans son réservoir ce qu'il va avoir besoin pour l'analgésie. C'est de même que ça marche, la méthadone. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand les gens ont commencé à l'employer, bien, quand ils ont eu 4-5 arrêts respiratoires, ils ont arrêté de l'employer parce qu'ils ne savaient pas la cinétique là, au début. Puis là, au début, bien, regarde, c'était en 1942, là, OK? C'était pendant la Deuxième Guerre. Il manquait de fleurs de pavot, fait qu'ils ont dit, fabrique-nous une molécule pour enlever la douleur. Ils ont fabriqué la méthadone, puis ils l'ont employé sur les champs de bataille. Puis la méthadone a tué plus d'Allemands que les Alliés. Fait que là, on a arrêté à un moment donné de l'employer, puis c'est pour ça que ça a pris une licence d'exception pour la prescrire. OK? Ce qui veut dire que lorsque vous prendrez votre licence, vous allez devenir des médecins exceptionnels. D'exception. OK? Oui? Tu donnes ça à un patient qui est cachexique. Est-ce qu'il atteint ce niveau-là beaucoup plus vite qu'un qui a encore une réserve de tissu adipeux? C'est pas tellement relié à ça parce que des cellules, parce que quand je te parle de graisse, là, je ne te parle pas de la graisse dans le ventre, puis OK, je te parle des cellules. Il y a des milliards de cellules, puis toutes les parois cellulaires, c'est des lipides. Hein? Alors donc, quand on parle d'un volume, on parle d'un grand volume. Parce que, pourquoi qu'il y en a qui atteignent leur équilibre beaucoup plus lentement ou beaucoup plus vite que d'autres, ça, c'est vraiment une question génétique. C'est purement génétique l'affaire. Et la variation interindividuelle, elle est très grande. OK? Alors donc, je te dirais, un peu comme la codéine. Pour que la codéine devienne la morphine, ça te prend un 2D6. Mais génétiquement, il y en a qui ne l'ont pas, fait qu'ils ne font pas de morphine avec. En méthadone, là, la demi-vie peut être de 8 heures. Elle peut être de 75 heures. Puis l'équilibre, c'est quand on a 5 demi-vies. Hein? Si vous vous souvenez de la pharmaco, là, ça veut dire que celui qui a 8 heures de demi-vie, bien, 5 fois 8, 40. Ça veut dire qu'au bout de 2 jours, lui, il est à l'équilibre. Il n'y aurait aucun danger d'augmenter à ce moment-là sa méthadone. Le gars, lui, que ça y prend 75 heures pour être à l'équilibre, bien, 5 fois 75, ça fait 350 divisé par 24. Ça fait plus qu'un mois, hein, ça, là. Alors donc, la distribution, bien, c'est comme dans la population en général. Tu as peut-être 2 que c'est 2 jours puis ils ont atteint leur niveau, puis tu en as peut-être un 2 qu'eux autres, c'est plus long. Alors, 75, là, ça, c'est des cas extrêmes. Là, on ne voit pas ça, ce n'est pas vrai. Mais sachez que la moyenne pour arriver à l'équilibre, chez la majorité des gens, c'est autour de 5 à 7 jours. C'est ça la règle qu'on respecte. Alors, quand on commence une dose de méthadone, on ne va pas la changer avant au moins 5 jours. C'est ça que ça veut dire, là. Hein, vous n'auriez pas l'idée de changer votre patch de duragésique au bout de 2 jours. Vous allez attendre au moins qu'il ait fait 2 patchs, le gars. Hein? Donc, 6 jours. Parce qu'encore là, la fentanyl, c'est 17 heures la demi-vie. Fait que là, calculer 5 demi-vies, ça fait 85 heures, ça fait 4 jours. Fait que s'il n'est pas encore tout à fait soulagé au bout de 3 jours, donnez-y une chance là, pour un autre 3 jours. Alors donc, il y a des paramètres comme ça qui deviennent importants. Puis vous n'êtes pas obligé de retenir c'est quoi la demi-vie de la méthadone, mais sachez que 5 jours, là, on ne joue pas avec la méthadone dans ces 5 jours-là qu'on a commencé. Puis quand on va changer de dose, on va attendre un autre 5 jours. C'est ça la règle. Là. Et vous n'aurez jamais de pépins. Jamais. OK? Bon. Alors, je vous ai dit d'oublier les 23 méthodes de conversion. OK? Vous allez retenir celle-là. Puis pour que vous vous souveniez de moi, hein, distribue. OK? Alors,
Tous nos résidents partent de Sacré-Cœur avec ça, puis ils se promènent dans la nature. Alors, cette méthode-là, c'est la méthode qui est la plus sécure, puis à mon sens, la plus facile. Alors, comme vous voyez, ça rentre dans une poche de sarrau, ça rentre dans une poche d'habits. Les filles ont tout un petit pack-sac sur le dos à l'hôpital, fait que ça doit rentrer dans le pack-sac aussi. Alors, comment on travaille, nous, avec la méthadone, puis on est 10, puis depuis 10 ans, on a eu 0 pépin, là, ça, je peux vous dire ça, OK? Alors, quand vous voulez faire une rotation de la morphine vers le dilodide, la première affaire que vous faites, vous regardez combien il prend de morphine, votre gars, pendant 24 heures. C'est-tu vrai? Ah, bien, regarde, l'étape numéro 1, là, c'est la même affaire. Puis là, bien, quand vous savez combien il prend de morphine, bien, vous allez sur ce normogramme de conversion. Alors ça, il existe dans la littérature médicale depuis 2005. C'est M. Toombs. Puis là, bien, il l'a revisité, puis en 2007, il a republié là-dessus. Et lui, son mérite, c'est qu'il a rempli les espaces qu'il y avait. Parce que pour les plus vieux, bien, vous savez qu'on disait que la morphine puis la méthadone, bien, quand c'est des petites doses, le ratio, il est 4 pour 1. C'est-à-dire qu'il fallait donner 4 molécules de morphine pour une molécule de méthadone. Puis, plus on augmentait la quantité de morphine, plus on augmentait le ratio. C'est-à-dire que rendu à 300, bien, on disait c'est 8 fois plus puissant. Donc, à ce moment-là, c'était plus 4, c'était 8. Puis là, encore plus haut, c'était 12. Puis là, à un moment donné, c'était 20, autour de 1000. C'était 20, le ratio. Donc, vous comprenez que plus on se sert de la méthadone, plus elle devient puissante. Alors, lui, son mérite, ça n'a pas été de dire de 0 à 300, c'est ça, 300 à 600, c'est ça. Il a fait l'exercice de voir combien ça prend de méthadone pour à peu près chaque 100 mg de morphine. Et à ce moment-là, bien, il s'est rendu compte qu'au lieu d'être linéaire, en ligne directe, c'était plutôt de cet ordre-là. Et vous voyez que sa courbe, elle plafonne à 55. C'est ça qui fait sa sécurité. Que votre patient prenne 4000 mg de morphine par jour ou qu'il en prenne 1000, quand vous allez le switcher là, pour la méthadone, vous n'allez pas dépasser 55 en partant. Ça va être ça, la sécurité. Alors donc, si votre patient il prend l'équivalent de 400 mg de morphine, bien, vous allez sur le normogramme, puis vous dites, ah, la dose équi-analgésique, pour ce patient-là, c'est 35 mg de méthadone par jour. C'est ça que vous allez dire. Donc, il n'y a pas de calcul là-dedans. Bon. Quand vous passez d'une dilodide à la morphine, qu'est-ce que vous faites? Vous avez calculé une dose. Est-ce que vous donnez cette dose-là? Jamais. Bien là, on va faire la même chose avec la méthadone. Deuxième facteur de sécurité. OK? Alors donc, prenez 75 % de la dose prédite et ça va être la dose calculée que vous allez. Alors, on a dit que c'était 35. Bien, les 3/4 de 35, c'est combien? 20 cucs? OK, 27. Alors donc, ce patient-là, ça serait 27 mg que vous voudriez partir. Donc, divisé par 3 ou par 4. Mais moi, ce qui me fait peur, surtout, c'est les interactions médicamenteuses avec différentes molécules, ce qui fait que si, mettons, il prend dans ses médications ou autres, des choses qui peuvent interagir avec la méthadone, moi, ça me met un petit peu... Ça, c'est surfait. Oui. On va le voir, le tableau des interactions. Là, vous allez voir que c'est pas pire que les autres. Là. Parce que, tu sais, avoir une interaction, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement dangereux. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, elle va être moins efficace, ta molécule, ou elle va être plus efficace. Une fois que tu le sais, tu vas te baser aussi sur la clinique. Le seul et unique danger avec la méthadone et avec beaucoup d'autres médicaments pour lesquels vous ne vous posez jamais de questions, c'est l'allongement du QT puis la torsade de pointe. Mais ça, c'est vrai avec bien des médicaments aussi. OK?
en soins palliatifs, c'est-tu un gros problème? Pas vraiment. Hein? OK, merci beaucoup. C'est ça. Parce qu'une torsade de pointe, tu meurs en 4 secondes, là, c'est mieux que de mourir au bout de son os. Puis, hein? Alors, quand tu le donnes pour le soulager. Puis, s'il arrive un effet secondaire, bien, regarde. Hein? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Si tu arrêtes de respirer, on s'en coupable, mais si tu fais une torsade, on s'en occupe pas. Non, moi, quand j'enlève l'héparine, là, c'est parce que je souhaite qu'il fasse une embolie pulmonaire massive, là, puis qu'il meure en 4 secondes au lieu de s'étirer de son cancer là, jusqu'à la fin. OK? Alors, c'est comme si à un moment donné, je leur donnais le choix entre 2 morts, mais une pire que l'autre. Là, OK, là? Ça prend quelques années pour arriver là, mais moi, je suis rendu là. OK. Alors, donc, vous avez trouvé votre dose. Maintenant, il faut l'appliquer. Puis là, c'est là que le monde a bien peur. Ah, c'est écœurant s'ils ont peur. OK. Bien là, avant, je mettais ça en haut. Puis là, j'ai dit, oh non, fuck là. Alors là, prenez-la à votre dose, divisez-la par 4, puis donnez-y. OK? Bien là, si vous avez encore bien peur, bien regarde, prenez des vieilles méthodes, comme la méthode d'Edmonton, là, puis là, sortez votre doctorat de mathématiques, puis là, vous dites, regarde, je lui donne un tiers de ce que j'ai calculé la première journée, je vais lui donner 2 tiers la deuxième, la troisième, il va être juste sa méthadone. Alors, la première fois, puis la deuxième fois, vous allez faire ça, puis après ça, vous allez faire direct. OK? Il n'y a pas de temps d'arrêt entre l'arrêt de l'opioïde et de la morphine pour fixer le même. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, la dernière petite ligne en bas. Est-ce qu'on fait la même chose avec le potassium et le magnésium qu'on fait avec votre CG en palliatif? On est en palliatif. Non, mais ça, je l'ai marqué parce que quand j'ai fait ça, cette chose-là, c'était pour en douleur chronique non cancéreuse. Parce que là, je vous l'ai dit, on emploie la même méthode, mais des fois, parce que celui qui va vivre 30 ans, nous autres, à la clinique de la douleur, ils ont tout un électro, puis on suit les règles. Alors, si le QT, là, il est autour de 500, c'est garanti que lui, il n'aura pas, là, OK? Remarque qu'il y en a qui n'ont eu. Ils m'ont signé un papier que ça ne les dérangeait pas, là, s'il y avait une torsade de pointe, OK? Parce que, regarde, c'est pas parce que c'est marqué que ça peut arriver que ça va arriver. Puis, ce qu'on sait de la littérature, c'est que quand tu es rendu à 200 mg de méthadone, c'est là que ça devient super dangereux pour les torsades de pointe. As-tu beaucoup de patients à 200 mg de méthadone? Moi, oui. Ils ont un électro une fois de temps en temps. Mais j'en ai vu des torsades de pointe. Ce n'étaient pas mes patients. Ils étaient traités ailleurs. Puis je les ai vus pourquoi? C'est parce que la police les a amenés à l'urgence parce qu'ils l'ont trouvé dans le banc de neige. Puis là, ils ne savaient pas pourquoi. Puis quand, moi, ils m'ont demandé, parce que tu sais, quand tu rentres dans un hôpital, là, ils appellent le gars des soins pâles quand ils prennent la méthadone. C'est officiel, là, tu sais, parce que personne ne veut prescrire la méthadone ou le pharmacien ne veut pas qu'il prescrive la méthadone. Fait que quand j'ai vu les doses de 600 mg de méthadone, je n'avais pas vu le patient encore. Fait que là, je demande à l'urgentologue, je dis, pourquoi il est là, lui? Il dit, ils l'ont trouvé dans le banc de neige inconscient. J'ai dit, il prend 600 mg de méthadone. Fait que là, ils ont fait un électro, ils ont appelé le cardiologue, puis il y avait effectivement là, un QT là, qui était, je ne me souviens pas à combien, fait que probablement qu'il avait fait une torsade de pointe. Il n'est pas mort. Mais c'est sûr que lui, j'ai changé son 600 pour 200. Puis j'ai mis du pot par-dessus, puis il est sorti de l'hôpital moins gommé, puis il était plus heureux aussi, OK? Puis je l'ai retourné dans son autre clinique. Est-ce qu'il y a un effet de tolérance qui s'installe avec la Oui. Beaucoup moins long, beaucoup moins fréquemment, puis beaucoup moins rapidement, parce qu'on bloque le NMDA qui est responsable et de la tolérance et de l'hyperalgésie et d'un paquet d'affaires. Mais si vous l'employez assez longtemps, vous allez finir par, mais vous allez faire une rotation sur une vieille molécule, puis vous risquez de revenir là, 6 mois, 8 mois après, là, comme les autres morphines de toute façon. En douleur chronique, vous faites l'électro au début, puis les labos aussi, magnésium, potassium. Puis les faites en bas de 200 mg, les faites-vous régulièrement aux 3 ou 4 mois? Ou C'est parce que la 500, c'est un chiffre absolu. Hein? 460 puis 440, là, ça devient comme tu lèves le drapeau. Puis c'est surtout entre les deux qu'on va en faire un à tous les 3 mois à peu près, OK? En bas de 200 mg, vous faites pas des
Bien, c'est parce que pour mal faire, quand ça a commencé à sortir, les torsades de pointe puis EQT, c'était à 200. Mais là, il y a des wise guys qui l'ont trouvé à 80 mg par jour aussi de méthadone. Là, fait que, à un moment donné, bien, ils baissent les barèmes. 80 mg, c'est déjà une pas pire bonne dose de méthadone. Par contre, en clinique de douleur, on voit les cas extrêmes, nous autres aussi. Hein, fait que, moi, je refuse de dépasser 200 mg. C'est pas parce que j'ai vraiment peur, c'est parce que s'ils ne sont pas soulagés à 200, quand même, je monterais, ça ne les soulagera pas. Mais les gens veulent toujours monter pareil. Moi, je leur dis, garde, là, je ne monte pas pour des raisons purement médicales, cardiaques, OK? Alors, c'est ma demi-vérité pour me protéger, moi. Parce qu'on voit toutes sortes de monde hein, dans un bureau. Oui? Avez-vous dit qu'il y avait une dose minimale? Minimale? Oui. Il n'y a pas de dose minimale. Si je vous donnais le cours de 3 heures, là, je vous dirais qu'un patient qui est naïf aux opioïdes, parce que on en commence des gens qui ne prennent pas d'opioïdes, puis on les commence. Tu sais, moi, un petit vieux qui a un zona, là, puis qui se lamente, là, je ne perds pas de temps à essayer de le soulager là, avec les autres morphines. Je sais que ça ne marchera pas. Mais habituellement, on commence avec 0,5 mg. Puis là, on monte, tranquillement, 0,5, 3 à 4 fois par jour. Parce que quand vous allez avoir commencé à prescrire, le premier signe qui va vous faire peur, c'est si le patient il vous dit « je suis plus somnolent ». Ça, c'est le premier de toutes, là, dans les 4-5 premiers jours. Et c'est pour ça que nous, on n'hospitalise personne pour commencer la méthadone. Avant, c'était une règle. Hein? Tu rentrais à l'hôpital, tu partais ta méthadone, puis là, il ressortait debout sur ses 2 pieds. On ne fait plus ça. OK? Alors, ce qu'on fait, par exemple, c'est que notre infirmière pivot, elle appelle à chaque jour pendant 4 jours, juste pour lui dire bonjour. Après 5 jours, il n'y a plus de problème. Là. C'est ça que je voulais savoir. L'autre chose, qu'est-ce que vous surveillez par rapport aux paramètres vitaux, puis comment longtemps? Nous autres, c'est la somnolence, c'est le premier signe, puis on va couper de moitié notre dose. Alors, si son entourage ou lui dit « ah, je m'endors tout le temps », là, même si c'est la bonne dose qu'on a calculée, puis qu'on est sûr que là, il n'a pas pris 4 activants là, la veille, etc., là, non, c'est ce qu'on va faire. De rythme respiratoire, Bien, écoute, le rythme respiratoire, c'est avec tous les opioïdes, OK? Bon. Mais le rythme respiratoire, c'est fiable, puis pas toujours fiable. Tu sais, je veux dire, le gars qui fait de l'apnée du sommeil, là, c'est fourrant pas mal, hein, ça, là, pour le rythme respiratoire. Il en faisait avant de commencer la méthadone, fait qu'il faut le savoir. Il va continuer d'en faire. Mais au début, là, c'est pas le rythme respiratoire, parce qu'il faut que tu sois en surdosage hein, pour que ton rythme respiratoire soit abaissé. Alors, c'est vraiment la somnolence qui est notre signal d'alarme. Vous avez dit tantôt que les entredoses, c'était mieux de ne pas donner méthadone à cause que ça devenait une longue action. Mais si, mettons, au début, il n'a pas atteint l'état d'équilibre, puis il se prend plusieurs entredoses, là, oui, mais ce qu'on fait, là, puis c'est ici en bas, parce que alors là, vous avez tout le monde employé la méthode Edmonton pour les 2 premières fois. Puis là, vous êtes tanné, vous allez switcher là, direct, OK? Alors, n'oubliez pas d'attendre au moins 5 jours en chaque changement de posologie. Bon, les entredoses, là, au début, on n'a pas atteint notre équilibre, puis on ne veut pas avoir une longue action qui va s'additionner à quelque chose qui va devenir une longue action aussi. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On emploie carrément l'ancienne molécule dont on se servait. Puis là, au bout de 5 jours, s'il en a pris pas mal, on va reconvertir ce qu'on a eu en supédol ou en dilodide ou en morphine. On va le Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est que la dose première que vous allez avoir, regardez sur votre graphique, là, habituellement, au bout de 5 jours, vous allez revenir à celle-là. C'était juste vraiment quelque chose pour la sécurité. That's it and that's all. Puis souvent, la même chose quand vous passez d'une molécule à l'autre, hein, dilodide, amorphine, etc. Vous calculez 75 %, mais vous vous rendez compte qu'il prend un peu plus d'entredose, puis ça ne prend pas grand temps. Vous êtes revenu à peu près au même dosage qu'avec l'ancienne molécule. C'est la même chose avec la méthadone. Est-ce que vous mettez un maximum d'entredose, par exemple, dans les 5 premiers jours? Vous mettez vraiment 4 heures? Non. C'est parce que ça, ici, là, chaque entredose de 10 %,
par la suite. C'est que quand on a atteint notre équilibre, on pourrait donner nos entredoses en méthadone. Mais encore là, on va mettre une limite, soit 4 ou 6 par jour maximum, parce que là, on sait que ce qu'on va donner en entredose, ça va devenir du longue action aussi. OK? Alors donc, il y a des patients qu'au bout de 5 jours, qui ont pris 3 méthadones à chaque fois, bien, on va carrément les monter, là, parce qu'ils sont déjà rendus, là, à un moment donné, quasiment à l'équilibre avec leur nouvelle dose de méthadone qu'on a donnée en entredose. Le patient qui en prend une par jour, ce n'est pas vraiment un problème, parce que ça ne deviendra pas à du long-acting à ce moment-là. Là, okay? Alors, donc, au début, on garde, nous, l'ancienne molécule, parce que l'effet dure toujours juste 4 heures, hein, des anciennes molécules. Alors que la méthadone, on sait que l'effet va aller jusqu'à 18 heures, 20 heures. Parce qu'oubliez pas une affaire, c'est que les junkies, eux autres, ils le prennent une fois par jour. Donc, ça roule longtemps, la méthadone, OK? Mais en douleur, on s'est rendu compte que c'était mieux si on la divisait soit en 2, soit en 3, soit en 4. Et en réalité, on n'est jamais mal pris avec la méthadone, parce que vos patients qui sont en méthadone, puis qui rentrent dans l'unité, puis qui vont mourir, bien, à ce moment-là, vous leur donnez tout simplement en sirop de méthadone. Parce que le liquide, là, à 10 mg par millilitre, bien, vous allez voir que si vous donnez 10 mg, un petit cc dans la poche physiologique, le transmuqueux, ça va super marcher. Puis si vous en donnez aux 2 heures, bien, vous êtes rendu à 120 mg par jour de méthadone. Fait que nous, on n'a jamais arrêté la méthadone à un patient, même s'il était dans le coma, parce qu'il ne s'étouffe pas avec 1 millilitre. Là, c'est trop peu. Alors donc, c'est quand même une molécule, si on l'emploie bien, qui a des vertus que les autres n'ont pas, qui est sécure. Pour moi, c'est une molécule qui est sécure parce que bien employée. Parce que regarde, là, il y en a eu du monde qui sont morts de la digitale, hein? Avant qu'on dose la digoxinémie, là, eux autres aussi, ils faisaient des blocs complets, puis pourtant, la digitale, tout le monde en a pris. Les anti-inflammatoires, il y a plus de gens qui rentrent à l'hôpital en urgence pour des hémorragies digestives qu'il y en a qui rentrent intoxiqués avec les opioïdes. Hein? Ça, c'est statistique aux États-Unis. Fait que, tu sais, il n'y a pas de molécule qui n'est pas dangereuse. Il n'y en a pas une. Oui? Est-ce que vous avez appelé la position de coach pour vous poser une question? En fait, je vous l'ai posée. Le cas du début, qui a des grosses doses de narcotiques et du Lyrica, puis qu'on pourrait partir de la méthadone, qu'est-ce qu'on fait avec le Lyrica? Ah, bien, on continue. Le Lyrica, il agit sur les canaux calciques, OK? Alors, il agit en présynaptique. Si on veut agir sur tous les paramètres qui causent de la douleur, à ce moment-là, on va garder notre Lyrica, on va garder notre antidépresseur. On va pas s'en débarrasser éventuellement quand on va replacer notre NMDA. Normalement, ça ne se replace jamais? Ou... Bien, c'est-à-dire que le but de bloquer les récepteurs NMDA, c'est de passer d'une douleur pathologique, parce que la douleur chronique puis la douleur neuropathique, c'est une douleur pathologique. Il y a eu des changements, là, puis le système nerveux est dysfonctionnel. On voudrait repasser en douleur physiologique, c'est-à-dire qu'ils ne servent plus, les récepteurs NMDA, puis que ce soit les AMPA, comme si on était en douleur nociceptive, qui est toujours moins pire que la douleur chronique. Et la douleur nociceptive, ça redevient un signal d'alarme, parce que c'est une erreur d'essayer de diminuer la douleur à 0 sur 10. D'abord, on n'y arrive pas. Deuxièmement, on intoxique les patients, on crée de la tolérance, de l'hyperalgésie. Alors donc, quand on peut redescendre en douleur nociceptive, là, de l'ordre de 3, 4, 5 sur 10, c'est vivable là, comme ça. Là. C'est très, très vivable. Alors nous, on n'essaye jamais de descendre ça à 0 sur 10. Là. Alors donc, on essaye de quitter la sphère pathologique pour redevenir en physiologie pour que la douleur soit finalement un système d'alarme, ce que ce doit être et ce que c'est au départ. Quand le feu est pris dans ta maison et que ton système d'alarme passe, c'est une bonne affaire, hein? Mais s'il n'y a plus de feu et qu'il continue à rouler tout seul, lui, c'est fatigant pour les oreilles, hein, cette affaire-là. Alors donc, la douleur chronique, là, c'est comme ton système d'alarme là, qui roule et qui n'a pas de raison. Là, il n'y a pas de feu dans la maison. Là, OK? Sauf qu'il y a eu des changements qui font que ça roule tout seul. C'est ça la différence entre les deux. Oui?
Bien, d'abord, la dose. Hein? Il y a un cut-off, là, quelqu'un là, qui est rendu autour de 1000 mg d'équivalent de morphine Péros par jour, là, puis que tu y en donnes, puis qu'il n'est pas soulagé, puis qu'en plus, ça y fait plus mal, ça devrait cliquer, OK? Deuxièmement, ces gens-là, ils vont avoir des myoclonies. Et caractéristiquement, ces gens-là, ils vont dire qu'ils ont une douleur généralisée. C'est comme s'il y avait une allodynie généralisée. Puis ça, j'en ai vu de ça. Hein? Le gars est assis dans son lit, les jambes croisées, puis il ne bouge pas là, parce que ça fait trop mal, mais n'importe quel petit stimulus ordinaire qui en temps normal ne fait pas mal, va y faire mal. C'est ça la définition de l'allodynie. Alors donc, ces gens-là sont carrément neurotoxiques. Puis le pire que j'ai vu, parce que ça, je l'ai vu, c'est mon premier cas de méthadone. Ils me l'ont transféré d'un autre hôpital. Le gars, il était à sa 3e tentative de suicide à cause de la douleur. Puis par malheur, bien, ils ont donné assez de transfusions, puis ils ont assez arrivé vite qu'ils ont sauvé la vie, OK? Comme il avait mal parce que c'était un cordome, c'est-à-dire une tumeur au niveau de la moelle épinière, puis ça faisait 12 fois qu'il se faisait opérer dans le dos. Parce que ça ne tue pas vite, cette affaire-là, parce que quand tu enlèves la tumeur à une place, ça remonte à l'autre niveau, puis ainsi de suite, OK? Alors donc, il était rendu, quand on l'a eu, nous autres, là, il y avait une pompe à dilodide. Sais-tu combien qu'il recevait? Sous-cute. 70 mg à l'heure de dilodide sous-cute. Calcul, ça fait 17 000 mg de morphine Péros par jour. Même un junkie, il ne prend pas ça. OK? Alors lui, là, il était de même. Il avait un nystagmus. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Un nystagmus par neurotoxicité, là, OK? Alors, ça a été vraiment un cas extrême. Et lui, je n'ai pas pris un ratio de 20 pour 1. J'ai pris un ratio de 50 pour 1, tellement que les doses étaient énormes de morphine. Puis là, bien, on est mal pris parce que, regarde, quand tu descends ta morphine, il faut que tu la descendes vite. C'est garanti qu'il fait un sevrage, le gars, en même temps. Hein? On est fourré pas mal là, avec ça, là, OK? Puis là, bien, ça prend plusieurs jours pour se rééquilibrer là, totalement. Alors, c'est ça. Oui? C'est pourquoi la méthadone comme co-analgésie en gardant votre opioïde de base à mort ou d'ajouter? Jamais. Bien, pas moi, en tout cas. Bien, c'est parce que quand vous l'employez comme co-analgésique, c'est avec l'idée express de bloquer le NMDA, right? Mais la méthadone n'a pas une très grosse affinité pour le récepteur NMDA. Il y en a une, puis il marche. Mais dans le fond, là, vous seriez 10 fois mieux avec la kétamine pour le bloquer si c'est ça votre but dans la vie, là. C'est une question de logique, OK? Je sais, il y en a qui en parlent de ça, mais pour moi, ça ne correspond pas à la logique, là, ça. Oui? Ça fait longtemps qu'elle lève la main. Après, là, c'est elle, OK, là? Non, ça va. Il ne faut pas que je l'oublie. Un patient qui a un transit digestif, les maladies de Crohn et tout ça, ces patients-là, la méthadone peut être une option? Oui, ben, moi, j'en ai une patiente que ce n'est pas une maladie de Crohn, mais elle a été opérée 15 fois. Tube digestif, là, il doit y rester à peu près 4 pieds d'intestin. Et elle, au début de tout, je la tenais au papillon. Pas de problème. Mais pas avec la méthadone, avec du dilodide, OK? Parce que là, un problème comme ça, c'était plutôt nociceptif, l'affaire, OK, là? Après une année, puis je l'ai vu très souvent, le métal, il développe là, des micros-abcès partout sur le corps. C'est écœurant, tu ne peux plus mettre de papillon, là, tu sais, quand ça dure trop longtemps. Fait que là, elle, c'était pas compliqué. On retrouvait les comprimés d'un sel. Parce que c'est ça qui arrive hein, quand ils n'ont plus d'absorption pour les long-acting. Puis ça, c'est un méga problème parce que les gens, ils pensent qu'ils donnent du Contin puis que la vie est belle. C'est pas vrai. Si le body ne l'absorbe pas, là, il ne se passera rien. OK? Alors, elle, j'ai fini avec la méthadone transmuqueux. Ça fait 5 ans qu'elle est à méthadone transmuqueux. Puis les entredoses depuis 3 mois, c'est avec les nouvelles merveilleuses molécules que sont le Abstral et le Onsolis. Ah, je viens de trouver une autre raison pour en revenir.
Alors, le fentanyl à libération très, très, très rapide et à action très, très, très courte, là, bien là, c'est du fentanyl. On n'avait pas avant d'entredose de fentanyl, OK? Mais là, à cette heure, on est équipé avec ça. Alors là, elle, actuellement, avec le Abstral, là, c'est pour ses entredoses, là, avec sa méthadone, c'est vraiment été extraordinaire dans sa vie. OK. La méthadone transmuqueuse. Ah oui, bien écoute, elle a 200 mg, hein? Ça veut dire qu'elle prend 20 mg, là, bien des fois par jour. Elle aime encore mieux ça, puis que ça marche, que d'avoir rien du tout. Mademoiselle. J'ai deux questions. La première, c'est quand les patients sont rendus complètement en fin de vie, puis qu'ils nous arrivent en transmuqueuse buccale, j'imagine que là, vous ne respectez plus le 5 jours pour monter les doses. Vous suivez les symptômes? Écoutez, ça correspond à mon deuxième cas. Hein? Au début, j'ai marqué une espérance de vie de... Alors ça va être le personnage que si je ne veux pas continuer avec la méthadone, ça va être le genre à qui je vais mettre une perfusion continue avec du dilodide, de la kétamine, de l'Ativan, du Haldol, là, le cocktail habituel, pour le tenir soulagé. S'il est déjà dans le coma, bien, dans le fond, lorsqu'ils sont inconscients totalement, en réalité, il n'y aurait plus besoin de narcotiques. Mais on ne le diminue jamais puis on ne l'arrête jamais parce que là, on va être obligé de gérer un sevrage, OK? Mais la douleur, c'est un phénomène de conscience. Quand on est comateux au dernier stade, on n'a pas de douleur. Mais on est obligé de garder les médicaments. Alors, si c'est vraiment la fin, je doute que je vais être obligé d'augmenter les doses d'opioïdes. Moi, je doute. Mais à ce moment-là, si je veux y garder, puis je vais y garder sa méthadone transmuqueuse, bien, je vais plutôt y donner des entredoses s'il n'est pas comateux et qu'il exprime de la douleur. Je vais y donner avec une molécule dont l'effet va durer juste 3-4 heures. Tu sais, je n'essaierai plus d'augmenter ma dose de méthadone. Je n'ai pas assez de temps là, devant moi. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on remarque, c'est des patients chez qui le dilodide, la morphine avait été essayé, ça n'avait pas vraiment bien fonctionné. C'est des douleurs neuropathiques quand on les prie avec la méthadone. Et puis, ils nous arrivent en fin de vie avec des grosses douleurs. On monte leur méthadone une première fois, mais là, le lendemain, on retourne, puis ils sont encore en grosse douleur, ils sont encore conscients. Vous voudriez qu'on les retourne au dilodide? C'est-à-dire, s'il est encore conscient, là, on vient de changer de patient, là, OK? Alors, ça serait le genre de patient, ça, que probablement j'y laisserais sa méthadone, là, mais lui, j'y donnerais là, de la kétamine. Vous rajouteriez de la kétamine? Ça nous arrive très souvent. Parce que dans le fond, là, c'est vrai qu'on veut le bloquer, le 4+, en notre récepteur. Puis la méthadone, comme je vous dis, ça marche, mais c'est pas le meilleur bloqueur des NMDA. La kétamine est meilleure que le... Ce qui fait la force de la méthadone, c'est que c'est aussi en même temps une morphine. Alors que la kétamine, ce n'est pas de la morphine, ça agit un petit peu sur les récepteurs mu, mais très peu, mais sa force, c'est que c'est vraiment un bloqueur pur du récepteur NMDA. Alors, Donc, quand vous rajouteriez votre kétamine, vous garderiez vos doses de méthadone identiques, puis vous commenceriez la kétamine comme si on commence à zéro? ah, ben oui, dans ce sens-là, oui, parce que la méthadone, pour moi, là, pour soulager un patient, c'est un minimum 5 jours. Puis là, bien, la façon dont vous me le décrivez, le patient y arrive, il n'est pas soulagé. Puis votre dose de méthadone que vous allez lui donner la première journée, peut-être qu'elle l'aurait soulagé au bout de 5 jours, là, si vous continuez à lui donner. Parce qu'n'oubliez pas qu'à chaque fois, elle va s'accumuler, elle aussi. Alors, c'est pour ça que, rendu au stade de votre patient, c'est tout de suite hein, qu'on veut le résultat, c'est pas dans 5 jours. Fait que c'est pour ça que moi, j'irais plutôt vers des vieilles molécules sous-cutanées qui agissent vite, ou carrément, j'y bloquerais son MDA avec la kétamine, là, en y gardant sa méthadone, là, OK? Ma deuxième question, c'est... Puis en mettant un petit peu de Versed, parce qu'on ne veut pas qu'il hallucine. Il va avoir déjà assez de son délirium, hein? Ma deuxième question, c'est en Angleterre, à Victoria, par exemple, ils ont de la méthadone en sous-cutanée. Pourquoi est-ce que... Où ça? À Victoria ou en Angleterre, à Londres... OK, mais Victoria où? En Colombie? Ah, bien, ça me surprend parce qu'au Canada, théoriquement, on n'a pas le droit. Ça prend un permis
Ah, OK. Ma question, c'est pourquoi on ne le fait pas au Québec? Honnêtement, madame, là, je ne sais même pas pourquoi que ça prend une licence d'exception. Fait que là, c'est vraiment aux fonctionnaires qu'il faudrait le demander. Mais pertinemment, nous autres, c'est marqué partout qu'on ne peut pas l'avoir en sucute ici. Aux États-Unis d'Amérique, là, ça fait des siècles là, qu'ils l'ont en sucute, eux autres aussi, OK? Zéro expérience. Pourquoi, là? Ben, je ne peux pas répondre à ça. Mais demandez donc. Ah ben, ils savent la réponse. Ça prend un permis par-dessus le permis, c'est ça? Donc, vous avez de l'expérience. Ça marche-tu? Ben, ça a l'air à très bien marcher. Je me demandais, il y a des gens ici qui m'ont dit que ça brûle quand on l'injecte en subcutané. OK. C'est ça qui pourrait faire continuer en transmuqueuse buccale. Merci. Oui? La méthadone, est-ce que ça peut se donner en intrapécal? Aux États-Unis d'Amérique, la réponse c'est oui. Ici, là, au Canada, là, d'Amérique, c'est Peros, that's it and that's all. Pas vrai. Intrarectal, là, avec le liquide, tu peux le donner intrarectal. Il y a un morphine intrapécal, Oui. mais que j'ai vraiment l'impression d'être en hyperalgie. Bien là, je vais vous dire, ça devient pour moi un facteur de conversion. OK? Épidural, pour moi, c'est 30 fois plus fort que Peros. Puis c'est carrément intratécal, ça devient 100 fois plus fort. Fait que là, je fais mon calcul. Alors, si, mettons, c'est combien à peu près qu'il y a votre patient intratécal, là? Fois 100, ça fait comme l'équivalent de 1500. Fait que peut-être qu'il est en hyperalgésie, vous avez raison. Fait que là, moi, je commencerai avec la méthadone. Puis, regarde, tu prends... Oui. Bien là, j'ai pas d'autre moyen. C'est-tu quelqu'un qui a un neurostimulateur? C'est-tu... Il a une pompe. Ça, c'est une pompe, mais il n'y a pas de neurostimulateur par-dessus, là. Parce qu'à la clinique de la douleur, on en a. Je n'ai jamais vu de miracle extraordinaire avec ça. Il y a été un temps, on en posait en soins palliatifs à nos patients. Là, on faisait une tunnelisation. C'était plus de complications que d'autres choses. Donc là, vous avez dit l'intratécal est combien de fois plus fort C'est 100 fois plus fort que le Péros? que le Péros. Puis épidural, c'est 30 fois plus fort. Comme le sous-cutané est 2 fois plus fort, comme l'intraveineux est 3 fois plus fort. Fait qu'on part toujours du Péros, qui est notre étalon. Oui? Question simple de base pour le délai entre la prise des doses. Là. Parce qu'en soins de longue durée, je vois que la pharmacie met souvent des délais plus longs la nuit. Ça a une importance que ce soit respecté? Je pourrais le prendre une fois par jour, ça serait correct. Mais là, c'est que tu as tout. Puis ça va faire effet pendant 24 heures. En douleur, on sait que ça marche mieux quand les doses sont séparées. Que ce soit 3 fois ou 4 fois, là, pas obligé de marquer là, aux 8 heures, OK? 8 heures nécessairement. D'autres questions? Ça va? Prenez toute votre licence de main? Yes! Moi, je prends ma retraite. J'ai plein de patients à vous donner. Là, OK? Alors, avec ça, là, c'est rendu vraiment facile. Il n'y a plus de crainte à y avoir. OK? Bon, il faut que je sois honnête avec vous autres. Tout le monde connaît Cochrane. Non? Ah ben, Cochrane, c'est comme la Bible du découragement. Alors, Cochrane, eux autres, ils font des revues systématiques là, sur une classe de remède ou sur un remède. Puis là, ils arrivent toujours à la conclusion qu'il n'y a pas encore assez d'études pour que ce soit de l'évidence-based medicine. OK? Alors donc, ça, je vous dis, c'est la barre. On ne ferait rien hein, si on se fiait sur Cochrane, là, tu sais. Parce que la méthadone, moi, quand j'ai commencé à prescrire, personne en avait parlé, il n'y avait pas d'écrit là-dessus, fait qu'évidemment, pour Cochrane, ça n'existait pas. Puis là, après ça, bien, ils sont arrivés à l'inclure dans les traitements. Et si vous regardez les règles de pratique là, du Collège des médecins là, de 2009-2010, la méthadone, maintenant, elle est incluse pour le traitement de la douleur. Parce qu'ils ont fait comme des étapes. Alors, quand on veut employer les opioïdes, on devrait toujours employer morphine, dilodide, supédol en premier, fentanyl en deuxième, jamais en haut, et en troisième, méthadone. Alors donc, il y a eu une progression. Moi, quand j'ai commencé à chercher dans Cochrane pour savoir l'Elavil, c'est-tu bien bon en douleur,
bien, leur revue systématique était de 1963 à 1998. Fait que là, regarde, sur 30 ans, il y avait de la littérature dessus. Puis il arrivait à dire que, ben oui, il semblerait que. Fait que là, la méthadone, que ça fait 5-6 ans qu'il considère, bien, regarde, on ne fera pas des miracles avec, là. Puis là, où est-ce qu'on en est rendu? Bien, méthadone has similar analgesic efficacy que la morphine. Fait que c'est déjà pas pire. Ça a au moins autant d'effet que la morphine. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont commencé à faire leur première revue en 2004, puis ils l'ont upgradé en 2007. Puis là, en 2007, bien, c'est pour ça qu'ils marquent « The new study also addresses a clinically relevant concern about short-term single-dose studies ». C'est parce que le problème, habituellement, avec les opioïdes, pour savoir l'équianalgésie, là, c'est qu'ils prennent une pilule d'un, puis une pilule de l'autre, puis c'est une dose. Mais là, je viens de vous montrer pendant 1 heure que la méthadone, une dose, là, elle a tant d'efficacité, puis deuxième, troisième, quatrième, cinquième, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Fait que là, c'est sûr que quand tu fais cliniquement une étude, bien, si tu fais ton étude avec une dose contre dose, bien, regarde, la méthadone est équivalente à la morphine, c'est ça que je vous ai dit en partant. Première dose, 5 mg de méthadone équivaut à 5 mg de morphine. Mais après ça, là, au fur et à mesure que tu l'emploies, mais c'est bien de valeur, c'est 40 mg de morphine au lieu de 5. Là, alors donc, pour moi, je vais être honnête avec vous autres, voici ce que Cochrane dit à ce moment-ci, mais parlez à tout le monde qui emploie la méthadone, puis ils vont tous vous dire la même affaire, c'est une maudite bonne molécule. OK? Bon, quelles sont les implications pour la pratique, toujours d'après Cochrane? Alors donc, méthadone appears to be an effective analgesic in patients with cancer pain. Là, aujourd'hui, on est là pour les soins pâles, alors donc en douleur cancéreuse. Oui, ça semble être une bonne molécule. However, il y a des différences significatives de la façon dont les gens l'emploient. C'est ça qui gâte la sauce. Il y a bien des recettes là, compliquées, ce qui fait que finalement, les gens se rendent rarement au bout, là, si on veut, de l'emploi de la méthadone dans les bonnes situations. Alors donc, si tout le monde l'employait de la même façon, de cette façon-là, il y aurait probablement des meilleures études, puis on arriverait probablement avec des meilleures conclusions. Bon, puis deuxièmement, bien, il y a même une phrase pour dire qu'ils n'ont pas réussi à montrer que c'était nettement meilleur en douleur neuropathique, alors que nous autres, on dit c'est là qu'il faut l'employer. Bon, alors j'ai été très honnête avec vous, mais pour moi, c'est une excellente molécule. Puis quand on est mal pris puis qu'on n'a plus rien, là, très souvent, il y a eu des cas qui ont répondu de façon extraordinaire avec la méthadone. OK, alors, je pense que je ne vous représenterai pas un autre cas. Je pense qu'on a assez parlé avec ça. OK, alors, comment passer à la méthadone? Bien, c'est tout simplement le calcul que j'explique. Maintenant, avec le carton, vous allez pouvoir vous en dépêtrer comme il faut. OK. Alors, il me reste 29 minutes et 30 secondes, c'est ça? Ce qu'on peut faire, sinon, Dr. Beauchamp, c'est qu'on peut vous réinviter pour une 5, 6, 7e fois. Là, je ne sais plus combien vous êtes notre invité d'honneur, finalement, pour l'automne. Ce qui permettrait de moins vous stimuler. Parce que j'ai l'impression que défiler ça une demi-heure, je ne sais pas, là, vous connaissez mieux le contenu. Là. On a parlé pas mal de la kétamine dans le cours, là, de tout cela. Puis, non, je pense que ça va aller, là. Parce qu'on vous réinvitera. On va voir. Là, il est 2h moins quart? On va aller jusqu'à 2h10. OK. Tout le monde est d'accord pour 2h10? OK. Alors, écoutez, c'est une vieille molécule. C'est là depuis 1962. Et c'est les chevaux qui en ont bénéficié avant les humains. OK? Alors, donc, de quelle façon notre kétamine agit-elle? Alors, donc, c'est différent un peu de la méthadone, là, qui va aller bloquer le récepteur NMDA sur le récepteur lui-même, alors que notre kétamine a un effet qui est non compétitif. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que le bouchon de magnésium saute. Bien, elle va aller rentrer dans le canal, puis elle va prendre la place, justement, du bouchon de magnésium. C'est de même qu'elle va aller agir.
OK. Alors, la kétamine, c'est sûr qu'on est des très bonnes personnes. Nous autres, on les voit toutes en petites bouteilles à l'hôpital comme ça. Hein? Alors, il y a de nos amis qui, eux autres, la voient surtout comme ça. Parce que vous savez que les plus gros producteurs de kétamine, bien, c'était les Hells Angels. Hein? Alors, puis sur la rue, bien, vous voyez qu'elle a des noms suaves aussi. Alors, des fois, les patients nous arrivent, puis Kété, puis Kit Kat, puis il y a même le Spécial K. Ma femme, elle mange du Spécial K tous les matins, là, tu sais, puis je le regarde dans la boîte une fois de temps en temps. Alors, la kétamine, c'est du vieux stock, mais on a appris à s'en servir parce que les anesthésistes s'en servent pour anesthésier les gens. OK. Alors, les récepteurs NMDA, je ne reviendrai pas là-dessus. Bon, ça, ce qui est important, puis ce qui est le fun aussi, c'est de regarder la cinétique de la kétamine. Bon. Vous savez qu'en soins palliatifs, on est off-label dans 80 de notre temps. OK? Alors donc, c'est pas marqué nulle part dans le livre que ça peut s'employer per os. Parce que c'est sûr que c'est pour anesthésier le monde, puis les anesthésistes, bien, regarde, c'est intraveineux qui s'en servent eux autres. Alors, nous, on s'en sert per os, et la biodisponibilité est juste de 10 à 20 alors que intraveineux, la biodisponibilité, elle est de 100 parce que là, tu ne passes pas par le foie, puis tu n'es pas soumis au P450. Si on regarde les études en percutané, il n'y a pas d'études en percutané, mais on s'est basé sur ce qui se passe en intramusculaire parce qu'il y avait des études. Et vous voyez que la biodisponibilité est autour de 90 Alors donc, grosse quand on l'emploie en perfusion sous-cute ou quand on le donne en injectable sous-cute, parce que ça peut se donner en bolus aussi facilement, là. Bien, vous voyez que la biodisponibilité est très grande, alors que la biodisponibilité est juste de 20 per os. Mais ce qui est drôle et qui est unique, c'est que ce que vous donnez per os qui va aller dans le foie, bien là, va être soumis au jeu des P450, les cytochromes, et un des métabolites de la kétamine, c'est la norkétamine. Et la norkétamine, elle va être 2 à 5 fois plus concentrée que la molécule mère. Alors, la molécule mère a un effet pour enlever la douleur, puis son métabolite, qui est très concentré, a aussi un effet pour enlever la douleur. Alors donc, per os, c'est comme ça qu'on a découvert qu'on pouvait aller chercher beaucoup de douleur en l'employant per os. Et fait cocasse, à cause de ce métabolite-là, c'est qu'habituellement, si vous passez de la voie sous-cutanée à la voie perorale, bien, vous allez enlever 30 de votre dose sous-cutanée pour le donner en per os, justement à cause du métabolite. Alors donc, c'est une belle particularité aussi. OK, alors l'élimination, elle est rénale. La demi-vie, bien, l'autre avantage, quand on le donne per os, bien, vous voyez que le métabolite, la demi-vie est très longue, 12 heures. Alors que quand vous le donnez en sous-cute puis que vous le donnez en intraveineux, bien, regardez, 2,5, ce n'est pas très, très long, hein, comme demi-vie, donc l'effet n'est pas tellement long. Quand vous le donnez per os, ça agit rapidement, au bout d'une demi-heure, alors qu'en sous-cute, bien, c'est déjà au bout de 15 minutes. Et la durée d'action, bien, 6 à 12 heures, alors que c'est à peu près 45 minutes quand vous le donnez en sous-cute. Alors donc, si vous donnez un bolus, l'effet ne durera pas longtemps. Par contre, si vous le mettez en perfusion puis qu'il roule continuellement de la kétamine, bien, c'est sûr que vous risquez d'avoir un beaucoup meilleur effet. Est-ce que ça vous va pour la présentation de la molécule? OK? Bon. Alors, le fameux tableau pour les interactions, puis là, bien, je ne sais pas qui m'a posé la question. Pensez-vous tout à l'heure? Non? Ah, OK. Bien, regarde. Écoute, c'est tous les mêmes processus que pour toutes les molécules. Alors, la kétamine, elle passe par le 3-4. Alors là, quand on connaît les inhibiteurs du 3-4, c'est les grosses molécules. Puis le jus de pamplemousse. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, si tu bloques le 3-4, bien, tout simplement que ta concentration de kétamine va monter,
mais pas jusqu'à l'intoxication. OK? Puis le seul vrai danger des interactions, c'est les torsades de pointe. Mais une interaction, mettons, Coumadin avec n'importe quel antidépresseur, là, hostile, c'est que tu vas être obligé de faire des INR à tous les jours. Puis tu vas ajouter ta dose en fonction de ça, ou bien tu vas changer ton antidépresseur. OK? Alors donc, ça ne veut pas dire qu'une interaction, oui, mais que c'est catastrophique à chaque fois. Alors que la seule catastrophe, c'est si tu as vraiment une torsade de pointe. Puis habituellement, quand ils retirent un médicament, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui en est mort à cause d'une torsade de pointe puis un QT qui s'est allongé. OK? Alors donc, la kétamine, méthadone, bien, vous voyez, ça passe par le même cytochrome. Fait que si vous bloquez un, c'est parce que vous bloquez l'autre. Et la seule molécule qui vaut la peine d'être bloquée par le 3-4, c'est le Viagra. Dure longtemps. Qu'est-ce qui est nouveau? On a toujours dit que c'était le 3-4, hein? Mais depuis quelques années, là, on parle du 2B6 aussi. Et je vous dirai que 3-4, 2B6, là, ils sont en charge de la métabolisation de la kétamine. Puis pourquoi c'est important? Bien, on voit de plus en plus de VIH. Comme nous autres, on en voit. Puis, vous verrez que toutes les molécules là, qui ont affaire avec le rétrovirus, bien, c'est des bloqueurs potentiels, si on veut, du 2B6. Donc, à ce moment-là, la kétamine risque d'augmenter aussi. Et la méthadone aussi, parce que la méthadone passe aussi par le... Alors, comme vous voyez, la cinétique de la méthadone et de la kétamine sont quand même pas mal proches. Alors que les inducteurs, bien, ils sont bien moins problématiques, eux autres. Parce que là, s'ils induisent le cytochrome, bien là, tu vas perdre ton analgésie. Fait que là, tu vas monter ta dose tout simplement de méthadone. Fait que c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement catastrophique. Mais il faut faire de la clinique, il faut regarder, puis une fois que tu sais ça, bien, tu vas ajuster tout simplement tes doses. C'est aussi simple que ça. OK, alors sachez que c'est une drôle de molécule parce que c'est un visage à deux faces. Hein? Alors, quand vous donnez des bonnes doses, vous endormez le monde, puis vous pouvez les opérer. Et à petite dose, c'est-à-dire en bas de 300 mg par jour, à ce moment-là, c'est l'effet analgésique que vous allez aller chercher sans avoir l'effet anesthésiant. Alors donc, montez vos doses, vous allez les endormir. Diminuez vos doses, vous allez les soulager. Bon, qu'est-ce que nous dit la littérature? J'en ai trouvé dans la littérature de soins palliatifs, puis car ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, référence de 2004, où on commençait à parler que des doses sous-anesthésiques étaient un adjuvant essentiel pour les douleurs cancéreuses intractables. Alors déjà, on a commencé à se servir en douleurs cancéreuses de la kétamine là, dans les années 2004. Alors ça, pour vous dire que finalement, comment ça agit la kétamine, c'est un rôle de wind-down, si on veut, du récepteur NMDA. Alors donc, c'est son indication, puis c'est sa façon d'agir. Il y a eu d'autres études qui ont été faites, même avant 2004, en 1996, pour montrer que quand on additionnait de la kétamine aux opioïdes, bien, il y avait un effet potentialisateur à l'effet analgésique de l'opioïde. Alors donc, la kétamine, on ne l'emploie pas tout seul pour diminuer la douleur. Habituellement, il est toujours associé avec un opioïde. Bon, alors ça, je vais passer vite parce qu'il n'y a pas juste en douleur cancéreuse dont on va se servir de la kétamine. En post-op, pour la douleur périopératoire. Alors donc, pour diminuer les doses d'opioïdes et pour soulager plus le patient, à ce moment-là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour montrer que la kétamine avait des vertus préventives. Alors, il y a une différence entre préemptive et préventive. Préemptive, c'est le donner avant la chirurgie, ça ne sert à rien. Préventive, c'est après la chirurgie. Puis, il y a le temps opératoire. Alors donc, quand on parle maintenant de stratégie périopératoire, c'est parce qu'on veut parler de préopératoire, peropératoire et post-opératoire. Et la kétamine en post-op
va avoir sa place, en même temps que les gabapentinoïdes, parce qu'il y a des études qui ont été faites, alors que les anti-inflammatoires vont avoir leur place à la fois en pré-op et aussi en post-op. Parce que les anti-inflammatoires, bien, ils agissent sur l'inflammation, puis quand tu te fais opérer, bien, il y a beaucoup d'inflammation qui est créée aussi. Alors donc, c'est une bonne stratégie de dire on va l'employer pré-op, puis on va l'employer en post-op. Bon, spécifiquement pour la douleur cancéreuse, encore là, une revue Cochrane. Alors, sachez que la kétamine fait partie de la liste des drogues essentielles de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, donc, pas besoin d'avoir peur, là, vous ne serez pas les seuls à l'employer dans le monde, parce que ça fait longtemps que l'Organisation mondiale de la santé en parle. Bon, qu'est-ce que nous dit Cochrane? Les bénéfices effardeaux de l'ajout de kétamine aux analgésiques puissants opioïdes ne sont pas encore établis. Alors, le royaume du découragement, mais on le sait que ça marche, nous autres, parce qu'on l'essaye à tous les jours. OK? Mais pourquoi ils se prononcent comme ça? Bien, c'est parce qu'il leur manque des études adéquates, randomisées et contrôlées. Alors, ils ne disent pas que ce n'est pas bon. Ils ne peuvent pas dire que c'est bon ou pas bon parce qu'ils n'ont pas rien là, pour se baser. Alors, OK. Alors, écoutez, ça aussi, c'est surfait. Quand vous employez la kétamine à petite dose, toutes les notions d'hallucination, de dysphorie, de dissociation, c'est potentiellement exact, ça peut arriver, mais pas dans les pourcentages que les gens ont tendance à invoquer. Alors, comme vous les voyez, les hallucinations, il y en avait à peine 7,4 % des patients qui en avaient. Les cauchemars, les troubles visuels, et vous voyez que c'était toujours dans des chiffres très inférieurs, ce qui veut dire que si on regarde ça selon le NNH, c'est-à-dire le Number Needed to Harm, donc le nombre de patients qu'il faut traiter pour qu'on leur inflige cet effet secondaire-là, bien, vous voyez que dans un cas, c'est le 27e patient qu'on va traiter là, qui va en avoir des hallucinations. Fait qu'on est mieux d'être optimiste puis de dire qu'il y en a 26 qui n'auront pas. Hein? Bon, en douleur cancéreuse, oui? Par contre, juste pour comprendre, les gens qui utilisent la kétamine comme drogue, si à petite dose, c'est relativement sécuritaire, à grosse dose, c'est... Ils vont... Ils font quoi, les autres, pour avoir du fun avec ça? Ah, bien, ils ont des hallucinations quand ils émergent. Ah, oui, oui. Il faut qu'ils en prennent des sérieuses doses en bolus, j'imagine? C'est des bonnes doses en bolus. Mais il n'y a pas de danger d'arrêt respiratoire avec ça. C'est ça le fun. Tu peux prendre des grosses doses, puis tu n'auras pas nécessairement un événement là, catastrophique non plus. On parle de 300 mg et plus? Ou en bas de... Bien, par 24 heures, OK? Par 24 heures, là, nous, là, en douleur, sur une perfusion ou avec des bolus, là, si tu donnes 64 fois ou 5 fois, tu vas être dans des doses analgésiques à ce moment-là. Mais s'ils veulent avoir du fun, il ne faut pas qu'ils s'endorment non plus. Alors donc, ils ne peuvent pas prendre des doses si astronomiques que ça, parce que là, ils vont juste s'endormir, mais les autres, ils veulent buzzer. Hein? Alors, pour buzzer, il faut qu'ils voient de quoi, puis habituellement, bien, c'est des éléphants roses, ces murs, OK? Mais ils dissocient quand ils émergent. C'est pour ça qu'il faut qu'on donne un benzodiazépine. Alors, habituellement, on va toujours employer d'emblée une benzo quand on va mettre la kétamine. Parce que le phénomène dissociatif, il n'est pas le fun pour vous et pour moi, mais pour eux autres, ça, là, ils ont de l'air à aimer ça. Dans les études, avec un NNH à 27, c'est sous couverture de benzodiazépine? Non, non, ça, c'est pas sous couverture. Mais par sécurité, c'est quasiment une règle du pouce, là. C'est que quand tu emploies la kétamine, bien, donne-y aussi là, une benzo avec et tu n'auras jamais de problème. Ça m'est arrivé une fois que j'avais oublié de prescrire mon benzo. Puis le gars, il n'est pas allé assez loin pour ne pas être capable de me dire qu'il avait vu des drôles d'affaires. Parce que, regarde, c'est pas tout ou rien, hein, cette affaire-là. Là. Alors, tu sais, des fois, tu peux avoir des rêves hypnagogiques, puis c'est pas vraiment une hallucination. C'est que tu vois quelque chose, puis il te reste encore assez de conscience pour analyser, pour dire « Non, ça se peut pas, là. » Tu sais? Alors donc, mais quand tu le vis, ce rêve-là, ou quand tu vois des choses, puis que c'est vrai, bien là, c'est parce que tu as dépassé la ligne là, déjà à ce moment-là, OK? Excusez-moi. Non, je suis désolée, c'est parce qu'on n'arrive pas. Il nous reste 10 minutes, fait qu'on va garder les questions pour la fin. OK. OK. Alors, écoutez, je vais aller super vite. Ça nous...
Ça nous arrive souvent en clinique de la douleur de faire des bursts, hein, c'est-à-dire des bolus, là, puis après ça, suivi d'une perfusion avec la kétamine, surtout pour les douleurs neuropathiques. Alors, on a à tous les jours à la clinique là, des gens avec des algodystrophies, hein, alors des Complex Regional Pain Syndrome, et ils viennent pour leur burst de kétamine et perfusion là, qui suit. OK. Bon, écoutez, la kétamine, puis là, je vous montre juste cette slide-là. Vous voyez comment on peut l'employer. Intraveineuse, intramusculaire, on peut la sniffer, on peut l'avoir par voie épidurale, intratécale pour ceux qui se posent la question avec la méthadone. Mais avec la kétamine, la réponse, c'est oui, OK? On peut l'avoir par voie rectale, on peut l'employer sublingual, on peut fabriquer des onguents, certains types de douleurs neuropathiques, le zona, l'algodystrophie, les névromes d'amputation. Ça fait mal, hein? Bien, avec de l'onguent, là, je vais vous dire une affaire, là, c'est pas mal bon, ça, pour ça. Et, alors donc, c'est une molécule là, qui vaut la peine d'être connue, qui vaut la peine d'être employée. Et plus vous allez l'employer, plus vous allez devenir habile avec. Alors, la question, doit-on faire une dose test? Moi, j'en fais jamais. Mais partout, c'est marqué dans un livre qu'il faut en faire une. Fait que là, regarde, ça dépend si vous êtes téméraire ou pas. Mais à 10 mg, quand vous commencez, là, bien, il ne se passe pas grand-chose, OK? Dans la littérature, encore là, je vous donne des articles. Bon, pour les doses, bien, regarde, on part faiblement, 30 à 60 mg par jour par os ou par voie sous-cutanée. Et les doses habituelles dans la littérature que j'ai trouvées, là, ça montait jusqu'à 480. Alors donc, les gens étaient soulagés avec des doses de 120 à 480 par jour. Il y a aussi en perfusion, vous avez des recettes là, à ce niveau-là. Puis si vous le donnez per os, mettez-les dans du coke parce que ça goûte dégueulasse. On le double. Ah, ben je fais 24 heures parce que quand je mets une perfusion, les pharmaciens n'aiment pas trop ça là, quand on change. Là, il faut que la refasse au complet. Ou si votre nursing accepte que vous réinjectez dans ce qui reste là, dans le petit sac, à ce moment-là, vous calculez puis vous pouvez en remettre d'autres. Alors, on a 2 milieux où on travaille. À Sacré-Cœur, on en rajoute. Puis à Notre-Dame-de-la-Merci, il aime mieux carrément refaire tout le petit sac puis changer. Ça dépend des milieux, OK? Ça, c'est le fun. Pour les douleurs de pointe, c'est un article que j'ai trouvé, qui n'est pas récent, 2004. Là, ça vous prend un pharmacien qui veut. Vous pouvez vous fabriquer une vaporisation de kétamine. 90 du temps, ça va fonctionner pour les douleurs de pointe. OK? Alors, vous avez la recette ici à ce niveau-là. Alors, ça prend la petite bouteille avec le spray qui va donner 10 mg calculé de kétamine par voie intranasale. Parce que la muqueuse nasale, on va l'employer de plus en plus. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Abstral puis Onsolis, les fentanyl, mais en Europe, ils ont déjà un spray nasal de fentanyl, OK? Ça roule. Ça fait effet en dedans de 5 minutes. OK. Et finalement, bien, souvent, nous, on va faire des perfusions avec la kétamine. Oui? À l'hôpital, ce n'est pas un problème. À domicile, c'est un problème, effectivement. À part de patients d'exception, de remplir du papier puis de beurrer à toast là, pour que ça y fasse pitié. Là. Mais habituellement, bien, le gars qui lit ça, lui, il traite du papier. Hein? Parce que j'essaye de passer du Abstral là, comme patient d'exception. Là. Ah, puis là... C'est pas sûr que ça va vous rendre service parce qu'ils m'ont déjà écrit pour me dire de leur arrêter de leur envoyer des lettres. Alors, OK, la voie cutanée, bien, fabriquer de la crème. Oui, c'est facile, OK. Quelque chose qui est le fun, qu'on a commencé à essayer, c'est que pour les mucosites, surtout dans les cancers d'ORL puis la radiothérapie, hein, ça, là, les patients sont vraiment affectés avec ça. Bien, prenez là, de la salive artificielle, du moisture, mettez de la kétamine avec, puis vous y faites...
gargariser avec ça. Il ne faut pas qu'il l'avale, OK? Et souvent, là, ça va être très, très, très bénéfique pour les patients, là, OK? Bon, vous pourrez lire dans vos petits cartons que finalement, bien, les recettes, il n'y a pas de consensus. Alors, dans la littérature, c'est ça que ça nous dit. Alors, il existe des protocoles intermittents typiques. Il y en a par perfusion sous-cute ou intraveineux. Et pour la douleur rebelle, bien, regardez sur 4-5 jours comment on fait ça en augmentant la dose graduellement. Et ça nous arrive de le faire là, pour les algodystrophies aussi. Alors, je verrais ça avec un pancos ou avec une douleur, si on veut, du plexus honteux, hein, parce que c'est les pires douleurs souvent là, à soulager aussi. Alors donc, la kétamine, c'est vraiment une molécule qui vaut la peine d'être connue, d'être essayée. Ça, c'est un petit refresher pour vous montrer que quand vous donnez une benzo avec la kétamine, souvent, vous vous demandez qu'est-ce que je donne. Bien, regardez le tableau comparatif, un petit peu comme pour la morphine, hein, dilodide, puis il y a tant de puissance. Bien, le clonazepam, si vous donnez 0,25 mg, bien, ça vous prend pour l'alprazolam 0,5, pour l'Ativan 1 mg, le Cerax 15, puis le Restoril 10 mg. Alors donc, dépendant de la benzo que vous voulez donner, bien, vous êtes capable de faire à peu près un tableau d'équivalence comme ça. Alors donc, c'est un beau petit tableau qui est pratique et on s'en sert régulièrement. Et il nous reste 4 minutes et demie à peu près. 2 minutes. Oui, madame. Oh boy. Non. Non, l'absorption là, de la kétamine par voie systémique est moins problématique que l'absorption de la xylocaïne. Parce qu'il y a eu des cas de rapporter la xylocaïne à 15 %. Parce qu'oubliez pas, quand vous shootez, là, vous shootez des milligrammes de xylo, hein, vous autres, là? Puis moi aussi, 75, mettons, là. Mais quand vous mettez à 10 %, c'est des grammes. Fait qu'en haut de 15 grammes par 100 grammes de petits pots, là, bien, il y a eu des cas d'hallucination, des cas de troubles neurologiques. Bon, alors, à 15 %. Fait que moi, habituellement, je fais faire mes crèmes à 10 % de xylo. Puis la kétamine, bien, tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5 %. Là, non, honnêtement, pas, là. Ça dépend de ça. Troisième question, c'est Ouais. que vous utilisez les antipsychotiques à la place des benzos pour prévenir la dissociation. Moi, non, parce que j'y ai jamais pensé. Par contre, de plus en plus, on utilise le Seroquel ou le Zyprexa à la place d'Ativan pour dormir le soir, à la place du Ativan dans le jour ou du Rivotril, parce qu'on n'aime pas bien ça, faire les mix d'opioïdes avec les benzos. Hein? Alors donc, on s'est en allé là, de plus en plus vers. Bon, pour les empêcher de dissocier, est-ce que ça serait meilleur? Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Là. Bonne question. Je pensais que je savais tout. Oh, oui. À poser 3 questions dans une, on n'est pas pire. Le Versed, je me suis toujours demandé l'équivalence du Versed avec les autres benzos, puis vous ne l'avez pas mis. Je ne l'ai pas mis parce que le Versed, je n'en ai pas, parce que ça agit très rapidement, puis ça ne dure pas longtemps. Fait que là, c'est dur. Quelqu'un qui prend Ativan 1 mg 4 fois par jour de façon régulière, puis là, tu veux le mettre en perfusion, il y a quand même, on mettra quand même une dose plus grande de Versed que le patient qu'on n'a pas eu. Donc, Oui, comment on décide ça? Là? moi, c'est par mon nez. Ouais, OK. Intraveineux, là, 3 mg, tes endors, puis ils sont réveillés au bout de 10 minutes. Hein? Fait que là, quand on va en sous-cutané, ça prend à peu près 10 à 15 minutes avant de commencer à faire effet. C'est déjà pas mal plus lent. Puis l'effet peut durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Alors, si le patient est cachectique, il est petit, nous, on va commencer, si on fait une perfusion, là, on va commencer puis on va mettre 10 mg de Versed là, sur 24 heures. Ce qui fait 0,5 à peu près à l'heure qui va rouler. Puis là, on s'ajuste en fonction de l'effet clinique.
On a des patients qui ont 100 mg de Versed à la fin dans leur... parce que il y a une tachyphylaxie qui s'installe assez rapido, hein? Alors donc, à un moment donné, tu es obligé d'augmenter pour avoir ton effet aussi. Puis ce n'est pas une molécule dangereuse sous-cutanée parce que intraveineux, bien là, ils s'endorment vite. Puis sous-cutané, bien, on se rend compte qu'il y a des protocoles. On commence avec... parce que nous, on s'en sert aussi, là, c'est pour changer les pansements à nos patients. Puis là, c'est rendu que c'est les chirurgiens qui nous appellent pour leurs patients qui ne sont pas en cancer parce qu'ils ont découvert que quand ils dormaient, là, ça leur faisait moins mal, puis c'était plus facile là, pour changer le pansement. OK? Alors là, on arrive, puis moi, j'ai eu des patients là, que c'était 25 mg d'un coup sec sous-cut. Ça lui prenait une demi-heure à s'endormir. Elle se réveillait au bout de 2 heures. Le pansement était changé, puis elle se demandait quand est-ce qu'on y changeait son pansement. Parce qu'il y a un effet amnésiant. Hein? On va chercher ça avec ça aussi. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, on commence avec 5 mg. Puis, sachant ce qu'on sait, moi, au bout de 15 minutes, s'ils ne sont pas endormis, je rajoute un 5 par-dessus, un autre 5, puis là, je trouve c'est quoi ma dose. Là. Puis j'arrive au bout de 20-25 minutes, puis j'en ai donné pas mal. Puis là, bien, ils finissent par canter. Fait que là, le lendemain, j'y vais carrément avec la dose que j'ai calculée. Et on fait ça régulièrement, les 10, chez nous, quand ils nous appellent. Puis, on est rendu même chum avec les chirurgiens. C'est pas facile, ça, OK, là? Il y en a qui vont vous dire oui. Moi, non. Parce que si je suis obligé de commencer la kétamine, c'est parce qu'il est bien souffrant et que mon opioïde, il ne l'a pas eu. Alors, si avec ma kétamine, je réussis à le soulager, là, je vais diminuer après ça mes opioïdes. Parce que, tu sais, quand tu augmentes tes opioïdes, c'est parce qu'il a pris tant d'entredoses, tu l'as additionné puis tu l'as remis sur la dose totale. Mais là, quand ils ne prennent plus d'entredose, tu te poses la question, peut-être que je peux commencer à diminuer la dose totale aussi. Fait que ce qui va dans un sens peut aller dans l'autre sens aussi. Moi, c'est de même que je fonctionne. Il y a un patient là, qui serait en délirium hypoactif, très léger, qui a beaucoup de douleur neuropathique. Vous auriez-vous des rajouter de la kétamine? S'il est en douleur neuropathique non soulagée, je pense qu'il sera en délirium hyperactif. Bien, j'ai un patient Hypoactif, puis il n'est pas soulagé. Parce que les hypoactifs, pour moi, là, c'est ceux-là qui sont dans une chaise qui ne bougent pas, puis tout le monde trouve faim parce qu'ils ne dérangent pas. Lui, il dérangeait? Non, il était capable de dire qu'il était très souffrant. OK, mais il était en délirium. OK, fait que c'est quoi votre question d'abord? Parce que là... La kétamine aurait aidé. La kétamine? Ah, bien ça, c'est garanti. On va le masser, puis on va y essayer, la kétamine, OK? OK, bien là, moi, vous dire honnêtement là, que s'il est mort hier au soir, moi, j'y aurais donné tout parce que dans le fond, là, il est peut-être mort de sa douleur non soulagée. Fait que là, bien, s'il était mort de votre kétamine, c'est pas plus grave que ça. OK? Sur ce, merci, docteur. Là, quand est-ce que je reviens? Là? Commencez à jouer avec, là. Puis s'il y a des pépins, après ça, on revient, OK? Que les gens, on fait juste cette rencontre. Là, ils commencent un peu. S'il y a des questions, des fois, ça rebatte. Dans le fond, c'est